Bonjour à tous et bienvenue à Bordeaux pour une édition spéciale de Territoire d'info, la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Notre invité aujourd'hui, ce matin, c'est Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à pour vous. vous interroger à mes côtés dans cette première partie de la matinale. Eh bien, j'accueille Nathalie Moret, qui est journaliste au Progrès de Lyon et qui représente les journaux du groupe EBRA. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyril. J'accueille Michel Urvois, le directeur éditorial de Ouest France. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Et bien sûr Yves Arté, puissance invitante, co-invitante avec nous, qui est le directeur éditorial de Sud-Ouest. Merci Yves Arté d'être là. Alain Juppé, nous sommes sur le plateau de TV7, la chaîne TNT du groupe Sud-Ouest. Et vous serez aussi regardé en direct sur les sites internet de la presse quotidienne régionale ce matin, un peu partout dans toute la France, sur les télés locales qui sont réparties à travers l'Hexagone et sur TV5 Monde et ses 9 antennes à l'international. Donc les Français de l'étranger aussi vous regardent. Alain Juppé, donc merci d'être avec nous. Vous êtes levé tôt, vous aviez un meeting hier soir à Bordeaux. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission avec Christophe Bordet et Michael Zamès. En mai prochain, vous serez peut-être élu président de la République française. Votre première rencontre avec Donald Trump, vous lui dites quoi? Quelles sont vos intentions? Que voulez-vous faire avec la France d'abord et avec l'Europe ensuite? Et il y a quelques incertitudes à dissiper. La campagne de M. Trump a donné lieu à beaucoup de déclarations, parfois un petit peu tonitruantes. Maintenant, on va passer à l'acte, si je puis dire. Et bien sûr, nous serons disponibles pour le dialogue. Le peuple américain s'est prononcé, il a choisi son destin, et nous serons tout à fait ouverts à ce dialogue qui est important, parce que cela conditionne aussi, bien sûr, l'avenir de l'Europe et l'avenir de la France. Humainement, c'est important. Oui, les contacts humains sont toujours très importants. Je ne le connais pas, M. Trump. Vous l'avez jamais rencontré, jamais croisé? Non, jamais. Vous jamais savez, il n'a pas rencontré grand monde sur le plan international jusqu'à présent. Alors, Alain Juppé, on va démarrer tout de suite cette première partie d'émission en parlant des territoires qui nous préoccupent beaucoup, puisque notre émission s'appelle Territoire d'info. On va écouter Claude Chapon, qui est le maire de Saint-Paul-Lacoste dans le Var, pardon, dans le Gard, puisque c'est TV Sud qui a réalisé ce sonore, qui vous attend sur votre question essentielle qui concerne ces communes que l'on dit oubliées. Et c'est un sujet réalisé par Franck Sachagnon de TV Sud à Montpellier, dans le Gard. Je suis Claude Chapon, le maire de Saint-Paul-Lacoste, une commune de 300 habitants, commune sévenole, bien pauvre, et qui attend désespérément que la téléphonie s'améliore ici dans nos Cévennes. Alors depuis le mois de janvier dernier, nous sommes considérés en zone blanche. C'est peut-être parce que au Congrès des maires en 2014, j'ai tapé le poing sur la table. Je suis allé rencontrer les responsables nationaux parisiens d'Orange et là, ça a commencé à déboucher. Quelques mois après, on a pris ma commune en considération. Monsieur Juppé, si on vous écoute aujourd'hui, faites en sorte, si vous êtes demain notre président de la République, faites en sorte que les choses s'améliorent. Le monde rural vous attend, vous écoute. Il faut faire les choses comme on doit les faire, avancer. C'est le monde rural qui est la France tout entière. Donc faites un effort dans ce domaine-là. Nous attendons, nous vous attendons. Claude Chapon. Et bien sûr, la question qui vient d'être posée, qu'on n'a pas très bien entendue, mais qui, si j'ai bien compris, traite de la couverture en téléphonie mobile et en réseau Internet, ma réponse est très claire. Il faut absolument accélérer le processus. Aucune entreprise n'ira s'installer dans un village, aucun médecin ou même aucun ménage s'il n'est pas connecté à la téléphonie mobile et à Internet. C'est un peu comme le téléphone il y a 20 ou 30 ans. Et je propose de créer un fonds numérique qui sera alimenté en partie par les opérateurs. Les opérateurs sont très présents dans les zones denses, comme à Bordeaux par exemple. En revanche, ils délaissent ces zones rurales. Il faut donc qu'on accélère le processus. Mais je voudrais dire aussi que plus largement, je me suis beaucoup déplacé depuis des mois et des mois, et en particulier dans la France rurale, dont je mesure bien les inquiétudes, le désarroi, parfois la colère aussi. J'étais en Dordogne il y a peu de temps, j'étais en Corrèze également, et mon objectif c'est de rééquilibrer le développement de nos territoires. Il y a quelques années on parlait de Paris et du désert français, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui on parle des métropoles
et du désert français. Nos métropoles sont en bonne santé, Bordeaux en particulier. Les villes moyennes, en revanche, sont dans des situations très contrastées. Certaines sont en déclin, et puis la ruralité se sent abandonnée. Alors que faire? Premier objectif, je viens de le dire, la couverture en très haut débit. Ensuite, le maintien de services publics locaux à proximité des habitants, sous des formes nouvelles parfois. On ne pourra pas avoir chaque service public dans ses bureaux, mais on peut les regrouper autour du bureau de poste, autour du café, autour du buraliste. En troisième lieu, lutter contre la désertification médicale. Et une des réponses, c'est de favoriser l'exercice collectif de la médecine. On ne retrouvera pas de jeunes médecins qui vont aller s'installer dans un village pour travailler 10 heures par jour, 6 heures par semaine. En revanche, si on leur offre une maison de santé entre plusieurs médecins, infirmières, etc., ça peut marcher. Il y a en quatrième lieu, s'agissant de la réalité, pardon, d'être un peu long, mais c'est essentiel, l'agriculture. Ça n'est pas toute la ruralité, mais c'est le socle de la ruralité, et notre agriculture est aussi en souffrance. Et puis enfin, je voudrais mettre au point des zones franches rurales qui seraient élaborées à partir du territoire, pas comme les zones franches urbaines par des critères fixés par Paris, mais sur la base d'un projet de développement économique de territoire, et qui pourrait ensuite donner lieu à exonération fiscale ou à simplification de procédures pour doper ces territoires. Vous voyez que vraiment, pour moi, il faut une politique globale de la ruralité. Liberté, Sud-Ouest. Oui, bonjour Alain Juppé. Bonjour. C'est exactement de cette fracture géographique dont je voulais vous parler, vous entendre sur le sujet, parce que non seulement elle est extrêmement préoccupante, mais elle produit des effets qui ne sont pas simplement des effets hexagonaux. Puisque finalement, naturellement, il y a un euphémisme toujours pour en parler, c'est-à-dire que quand on parle de classe moyenne, en fait, on s'adresse à cette France, qui est une France qui n'est plus urbaine, qui est une France qui n'est plus rurale, qui est une France d'un tissu social complètement mité, que vous connaissez puisque vous connaissez parfaitement la région et que vous êtes en train de faire une campagne qui vous permet de parcourir la France dans sa totalité. Mais ce que je voulais souligner, c'est un phénomène qui n'est pas simplement un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Et ces populations sont le plus souvent les populations qui sont détournées des partis politiques traditionnels. C'est la population qui a voté Trump aux États-Unis hier, et c'est la population qui a voté pour le Brexit en Grande-Bretagne. Comment comptez-vous leur parler? Ce n'est pas simplement une population rurale, c'est aussi une population de quartiers, on appelle ça périphériques, dans des zones urbaines qui se sentent aussi en détresse. Et la première chose qu'il faut leur dire, c'est qu'on les entend, qu'on est bien conscient du malaise qui est le leur et qu'on est décidé à y répondre. Vous avez raison de dire que l'exemple américain mérite réflexion. Pour nous, les États-Unis, vu de loin, c'est New York, c'est Los Angeles, c'est San Francisco ou la Silicon Valley, et nous avons sous-estimé ce désarroi des classes moyennes américaines, parce que pendant des années, elles ont eu le sentiment d'être traitées de manière injuste et inégalitaire, notamment sur le plan fiscal. Et puis il y a une autre inquiétude qui surgit en France aussi, face à cette transformation numérique du monde qui va s'accélérer dans les années qui viennent, qui nous apporte énormément de progrès, mais qui pose un point d'interrogation angoissant sur l'emploi. Qu'est-ce qui va se passer en termes d'emploi, avec non seulement la numérisation, mais aussi la robotisation qui sont liées? Il faut se préparer à cela, il faut apporter des réponses, et ces réponses, c'est d'abord qu'il y aura des créations d'emplois, et qu'ensuite, il faut favoriser les transitions par la formation professionnelle et la reconversion. Oui, mais pardonnez-moi, je voulais vous aborder un sujet très, très précis. Je ne crois pas du tout que l'Internet soit la solution pour faire revivre des villages ou des... C'est pas la solution, mais c'est la condition absolument préalable. D'ailleurs, vous l'avez entendu tout à l'heure dans la bouche de ce maire. Non, mais certes, mais comment reconstruire un tissu social qui a disparu? Bien, justement, en permettant à ces territoires de se développer. Et puis, il ne faut pas non plus pousser les choses trop au noir. Il n'a pas disparu, le tissu social. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Je pense à un épisode en Haute-Loire où j'étais avec des maires ruraux qui sont là pour structurer le tissu social et avec qui je discutais pendant tout un déjeuner. À la fin, je leur dis, mais qu'est-ce que vous souhaitez ? Et la réponse était garder notre qualité de vie. Alors ne noircissons pas non plus le tableau. Il y a des problèmes, il faut les attaquer à bras-le-corps, mais il y a aussi une qualité de vie dans ces territoires qui peuvent également bénéficier de la dynamique des métropoles. Regardez ce qui se passe en Gironde. Le territoire girondin n'est pas à l'abandon et n'est pas désertifié. Au contraire, on voit même que la progression démographique est plus forte hors métropole qu'à l'intérieur de la métropole. Et le rayonnement touristique de la métropole profite à l'ensemble du territoire, notamment sur le territoire vitivinicole. Vous voyez, cette complémentarité, elle est aussi porteuse
d'espérance. Il faut un plan Marshall pour la ruralité. Les plans Marshall, on en fait partout, avec l'Afrique, avec la ruralité, avec tout. Le pauvre général Marshall doit se retomber dans sa tombe. Il faut un plan global comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce que vous avez parlé hier dans votre meeting de la fracture entre la France conquérante et la France en souffrance. Est-ce que finalement c'est très nouveau? Il y a toujours eu une grande différence entre deux France? Oui, il y a une grande différence, mais la mondialisation que Yvarte avait sans doute en tête quand il parlait de tout cela a aggravé ou accentué ce phénomène. Parce qu'il y a toute une partie de la France, de la jeunesse française en particulier, mais pas que de la jeunesse française, qui est tout à fait à l'aise dans la mondialisation. Toutes ces jeunes start-up qui se créent, qui vont ensuite voir ce qui se passe en Amérique ou ailleurs. Voilà, c'est ce que j'ai appelé la France conquérante et la France entreprenante. Et puis il y a une France qui décroche et qui se sent complètement exclue de ce mouvement. Et ça s'est accentué. Je vois ce fossé aujourd'hui s'élargir. Et il faut absolument réconcilier ces deux France par une politique d'aménagement du territoire et une politique de formation adéquate aussi. C'est Alain Juppé qui est invité de cette matinale d'info spéciale Territoire d'info depuis Bordeaux à TV7, sur Public Sénat, sur Sud Radio et avec la presse quotidienne régionale. Yvarte signe la grande colère, son édito dans Sud-Ouest aujourd'hui. Comment et pourquoi Trump a été élu? Merci Yvarte, on vous retrouve dans une minute. Alain Juppé, on va passer à la partie 2 de cette émission. On va parler éducation. Elle est au cœur de votre programme. C'est un projet très ambitieux. On va écouter Stéphanie Offray, qui est présidente de la FCPE Gironde, qui vous interpelle sur l'éducation à l'école et l'inégalité scolaire qui sévit. C'est TV7 Gironde, Sandrine Mancipose, qui l'a rencontrée. On l'écoute et vous réagissez après. Stéphanie Offray, présidente de la FCPE 33. L'ouvrage de M. Juppé sur l'école pose un constat avec lequel nous serons tous d'accord. L'accent sur le primaire, sur le supérieur est une bonne idée. Nous avons en revanche quelques éléments d'inquiétude. Le premier d'entre eux, c'est celui qui concerne l'autonomie des établissements. La FCPE considère que cette autonomie risque de renforcer les inégalités scolaires, risque de renforcer la concurrence entre les établissements et entre les matières elles-mêmes. Notre système est profondément inégalitaire, le rapport PISA l'a souligné. Par rapport à cela, Monsieur Juppé, que comptez-vous mettre en place pour lutter contre cette inégalité des chances à l'école ? Vous répondez à la présidente de la FCPE Gironde? Volontiers, merci madame d'avoir lu l'ouvrage que j'ai publié il y a déjà plus d'1 an sur ce sujet, parce que je considère, je l'ai dit, que c'est la mère des réformes. Tout se joue à l'école. D'abord pour transmettre les savoirs, bien entendu, mais aussi pour transmettre les règles de vie ensemble, les règles de vie en commun, le respect des autres, le respect de l'autorité, le jugement critique de nos enfants qui sont soumis sur les réseaux sociaux, en particulier à un pilonnage de propagande contre lesquels il faut les armer intellectuellement et moralement. Et puis, c'est aussi la préparation de l'insertion professionnelle, on y reviendra peut-être. Alors ma première proposition, et madame l'a souligné, c'est de mettre le paquet sur les toutes petites classes, parce que c'est là que se joue la question de l'inégalité. Il y a 2 chiffres qui m'ont beaucoup frappé quand j'ai fait ce travail, c'est qu'à l'âge de 3 ans, il y a des enfants qui ont 3 fois plus de mots de vocabulaire que d'autres. Pourquoi ? Parce que chez les uns, en famille, on se parle, on n'est pas sur les tablettes ou sur la télévision, on lit une histoire le soir avant de s'endormir, et dans d'autres familles, pas. Eh bien, il faut que l'école corrige cette inégalité, et je propose d'alléger très sensiblement les effectifs dans les toutes petites classes et de mettre en place un système de rattrapage régulier et systématique. Il ne faut pas attendre la classe de 6e pour constater que 15 à 20% de nos enfants sont quasiment illettrés. Il faut le faire avant, tous les semestres, et à ce moment-là, les soutenir. Il faut aussi mieux traiter nos enseignants du primaire. J'avais proposé dans ce livre d'augmenter de 10% la rémunération des enseignants du primaire. Madame Najat Vallaud-Belkacem m'avait expliqué que c'était de la démagogie. Elle vient d'annoncer qu'elle allait le faire l'année prochaine. La deuxième question qui a été évoquée, qui est très importante parce que j'y tiens beaucoup, c'est celle de la souplesse, de la liberté, de l'autonomie, je n'ai pas peur du mot, des établissements. Je ne crois absolument pas que cela accroîtra les inégalités, bien au contraire. D'ailleurs, il n'y a pas d'autonomie aujourd'hui et il y a beaucoup d'inégalités. Alors c'est bien que le problème n'est pas là. En revanche, l'éducation nationale est une administration beaucoup trop centralisée. Il faut tenir compte beaucoup plus des réalités du terrain et ceci passe par la constitution de ce que j'ai appelé dans chaque établissement un conseil éducatif d'établissement, c'est-à-dire des professeurs élus par leurs pairs qui constituent une petite équipe autour du chef d'établissement. Vous voyez que ce n'est pas le caporalisme dans l'établissement, c'est au contraire une gestion collective. Et il faut donner les moyens à ces établissements de faire jouer cette autonomie. Il y en a 2. D'abord, l'affectation des professeurs. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est ubuesque.
On dénonce depuis des années et des années le fait qu'on envoie les professeurs les plus jeunes et les plus inexpérimentés là où c'est le plus difficile. Moi, je propose qu'on définisse des profils de postes et que 20% des postes de l'établissement puissent être des postes à profil. De quoi a besoin l'établissement compte tenu de sa spécificité et du territoire dans lequel il est. Et puis la deuxième mesure qui donnera de la souplesse aux établissements, c'est ce qu'on appelle la dotation horaire globale, de façon que les établissements puissent jouer plus de maths si c'est nécessaire, plus de langues si c'est nécessaire, avec vraiment faire confiance aux enseignants. C'est ça, l'autonomie. Nathalie Moret. Vous avez dit hier soir lors de votre meeting que, effectivement, en matière d'éducation, vous vouliez lever certains tabous. La dotation globale horaire en est un. Est-ce que vous allez lever le tabou de la présence des enseignants dans l'établissement, là aussi en termes d'horaire? Oui, très certainement. Il faut que nos enseignants soient mieux payés, je l'ai dit, mieux considérés. Cette profession s'est, prolétarisée au fil des années. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan, un professeur agrégé, c'était un notable. Hein. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas dans une ville. Cela passe donc par une amélioration de leur statut matériel et en compensation, encore que ce ne soit pas un marchandage, il faut qu'ils soient présents dans l'école, il faut leur en donner les moyens. S'il y avait des salles de profs ou des salles dans lesquelles ils puissent recevoir les familles, recevoir les enfants, ça leur permettrait non pas de plier bagages dès que les cours sont finis, mais peut-être de corriger les copies dans l'établissement aussi. Je pense que cette présence physique de l'enseignant dans l'établissement est très importante. Liberté. Mais comment comptez-vous lutter contre aujourd'hui le drame qui arrive dans beaucoup d'établissements scolaires, qui est celui de la présence de l'extérieur, et quand je dis de l'extérieur, c'est un euphémisme, je veux dire de violence inouïe qui se produit aujourd'hui aux alentours, parfois même dans l'enceinte scolaire. La violence, vous avez raison de le dire, aux alentours ou même dans l'établissement scolaire. À Bordeaux, par exemple, au Grand Parc, une de mes collègues qui est chef d'établissement dans une école primaire s'est faite agresser par un parent d'élève, par une mère de famille. Donc cette violence qui se crée, soit avec des groupes extérieurs à l'école, soit parfois avec les parents eux-mêmes, est absolument inacceptable. Donc il faut d'abord qu'aux alentours des établissements, il y ait une présence policière, la police municipale par exemple, suffisante. Il faut installer le cas échéant des caméras de vidéoprotection. Et puis à l'intérieur de l'établissement, il faut restaurer l'autorité. Ça, cela passe d'abord par la formation des enseignants. Ça n'est pas facile de conduire une classe au XXIe siècle, hein, et on ne les forme pas pour cela. On les forme pour apprendre les matières qu'ils enseignent, on ne les forme pas à l'exercice de l'autorité. Ça s'apprend, le leadership, dans une classe. Et on voit bien qu'il y a des professeurs qui arrivent très bien et d'autres pas du tout. Donc il y a ça. Ensuite, il faut qu'ils aient le soutien de leur hiérarchie. Trop souvent, quand il y a des problèmes, et j'en ai eu des témoignages, la hiérarchie dit, on calme le jeu, on ne veut pas de problème. Et là, il faut, je sais très bien pourquoi, mais justement, il ne faut pas accepter cela. Et il faut, par exemple, quand il y a une contestation sur certains faits historiques, hein, vous savez ce qui se passe, le 11 septembre, c'est un complot judéo-maçonnique, et bien ce n'est pas vrai. Et là-dessus, il faut une sanction et une réaction très forte de toute la hiérarchie de l'éducation nationale. Comment conciliez-vous, Monsieur Juppé, ces moyens supplémentaires que vous évoquez avec la nécessité de réduire la dépense publique? Il y a beaucoup d'argent dans l'éducation nationale. C'est un des premiers budgets de notre pays. C'est un des budgets qu'il faudra sanctuariser et pas diminuer, mais il y a des possibilités de redéploiement ou de meilleure affectation des fonds. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de management des ressources humaines dans ce ministère. Je prendrai un exemple, par exemple, nous savons bien, puisque vous avez parlé des classements PISA, que par rapport à des pays qui sont beaucoup mieux placés que nous, nos lycéens ont 20% d'heures de cours de plus. Donc c'est pas ça qui les rend meilleurs, hein, ni plus savants. Donc là, il y a certainement des allègements de programmes à faire, ce qui permettra, dans le temps, hein, parce que c'est pas les mêmes professeurs, naturellement, de renforcer les moyens là où il le faut, c'est-à-dire dans l'enseignement primaire. Donc c'est pas toujours plus de moyens, c'est aussi une meilleure allocation des moyens. Concrètement, vous avez dit dans votre livre qu'il fallait au moins 2 mandats parce que c'était une réforme de très long terme. Il y a 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. En 2022, à l'issue de votre éventuel mandat, vous avez un objectif chiffré sur ces jeunes? Je me méfie de ce genre d'annonce. Hein. Alors, de temps en temps, le patronat annonce qu'il va créer 2 millions d'emplois. Après, on annonce que on va recruter tant de policiers, et puis ils sont toujours pas sur le terrain, etc. Ce que je veux, c'est éliminer le plus possible le décrochage. Et il y a une réponse, enfin il y a plusieurs réponses. Hein. Nous avons inauguré il y a peu de temps à Bordeaux, avec Madame Edith Cresson, qui est à l'origine de ce concept, une école de la deuxième chance, à laquelle la région est enfin venue s'associer. Voilà une des solutions extrêmement efficaces pour prendre des jeunes en situation de décrochage et les amener vers l'insertion professionnelle. Il faudrait les multiplier, bien entendu. C'est efficace que le service militaire.
Le service militaire obligatoire, c'est un fantasme. Très concrètement, les décrocheurs. Je reviens sur les décrocheurs. La première réponse est ça, ce sont ces formules-là. Et deuxièmement, et c'est absolument essentiel, et je veux en faire une grande cause, c'est la réhabilitation de l'apprentissage. J'en ai eu encore à Poitiers la semaine dernière le témoignage. Il y avait autour de moi une vingtaine de jeunes femmes apprenties. Elles m'ont raconté leurs galères, y compris dans leur collège ou dans leur lycée, quand elles ont dit qu'elles voulaient aller en apprentissage. On leur a dit, mais pourquoi vous avez de bonnes notes ? Pourquoi voulez-vous aller en apprentissage? Il y a cette idée que l'apprentissage est une formation au rabais. Et c'est une ineptie. Ça peut permettre, elles étaient toutes absolument motivées, avaient envie de travailler, elles avaient des perspectives d'emploi, et on peut devenir ingénieur en alternance. Donc il faut vraiment faire un effort considérable pour rapprocher les lycées professionnels et les CFA, pour associer les filières professionnelles, les métiers à la définition de ces formations, parce que très souvent elles sont déconnectées des réalités du marché de l'emploi, et surtout remettre à l'honneur cela. Il y a une région ou un département, je crois que c'est Pierre Maillery qui avait fait ça, qui a appelé l'ensemble des CFA l'université des métiers. Vous savez ce qui s'est passé ? Non. Le recteur lui a écrit pour dire non, vous n'avez pas droit au mot université, parce que l'université c'est noble, les métiers c'est pas noble. Un gamin qui va à l'université des métiers, il est fier de ce qu'il fait. Donc il faut revaloriser ce concept, et il y a des réformes techniques à faire. La dernière réforme de la taxe d'apprentissage a pénalisé l'apprentissage, parce que tout le monde dit vive l'apprentissage, et en fait ça baisse. Donc il faut vraiment faire sauter tous les verrous culturels dans les familles, dans l'éducation nationale, et aider les entreprises à recruter davantage d'apprentis. 80% des apprentis, c'est pas difficile. L'Allemagne a 3 fois plus d'apprentis que nous. Tous les gouvernements ont essayé ça. Oui, ils ont essayé, mais c'est parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de le faire. Et je le répète, on a même fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Voilà. Il y a 3 fois moins de jeunes chômeurs en Allemagne et 3 fois plus d'apprentis. C'est bien qu'il y a un lien entre les deux. Alors, troisième partie, Alain Juppé, très importante. Il faut aller vite, les Français, et oui, c'est la fiscalité. Vous savez que c'est un sujet sensible. On va écouter Paul Agius, qui est un militant Nouvelle Donne. C'est un parti de gauche qui vous interpelle sur une question fiscale, précisément la hausse de la TVA, et c'est un sujet réalisé par TV7. Sandrine Mancipos, on l'écoute. Bonjour, je suis Paul Agius, militant Nouvelle Donne en Gironde. Monsieur Juppé propose de baisser de 10 milliards d'euros les sommes versées par les entreprises pour la famille et de compenser cela par une hausse de 1% de la TVA qui rapportera 6 milliards et demi et sera payée par tous, y compris les plus pauvres. On a vu que les 40 milliards attribués aux entreprises n'ont pas fait baisser le chômage. Monsieur Juppé, ne pensez-vous pas que la seule façon de réduire le chômage, c'est que chacun travaille moins pour que tous nous puissions travailler plus? Monsieur Juppé, ne pensez-vous pas que s'attaquer aux paradis fiscaux, ce qui ramènerait en France des dizaines de milliards d'euros, sera plus efficace à court terme que d'augmenter la TVA, même de 1%? Paul Agius. Ne mélangeons pas tout. Diminuer le temps de travail, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans ou 15 ans. Avec les 35 heures, on a vu le résultat. Nous sommes le seul pays qui n'arrive pas à faire reculer le chômage de masse. Donc, je suis désolé de dire à notre interlocuteur que c'est une mauvaise solution qui repose sur l'idée qu'on peut partager le gâteau en plus petits morceaux. En fait, il faut augmenter la taille du gâteau. Par ailleurs, je veux prendre la défense de la TVA, qui est un impôt qui est favorable à l'emploi. D'abord, je propose de relever le taux normal de 1%. On ne touche pas au taux réduit et au taux intermédiaire. Et donc, les produits de première consommation, l'alimentation, etc. ne seront pas concernés. Deuxièmement, le relèvement d'1 point, ça n'aura aucune influence sur la hausse des prix dans la situation actuelle. Et donc, ça ne se sentira pas sur le pouvoir d'achat, contrairement à ce que vous dites. Et enfin, la TVA est un impôt intelligent. Quand on importe du textile chinois, il ne supporte pas les charges sociales françaises, en particulier les cotisations de l'allocation familiale, alors qu'il paye la TVA. Quand on exporte un Airbus, il supporte les charges sociales françaises, mais il déduit la TVA. Donc c'est un impôt qui est favorable à l'importation, à l'exportation, et défavorable à l'importation, et c'est ce que nous cherchons à faire. Enfin, la France est le premier pays, encore, elle n'est plus tout à fait, puisque après ce qui s'est passé cet été, nous avons régressé. Mais enfin, c'est un grand pays touristique, et les touristes, ils payent la TVA, alors qu'ils ne payent pas, évidemment, les charges sociales sur leur salaire à eux. Donc voilà pourquoi cet impôt est juste, et pourquoi ça a donné de très bons résultats partout où on a appliqué cela. Certains vont beaucoup plus loin, certains vont... Voilà, alors justement, la TVA sociale qui est préconisée par les centristes en particulier, et qui a d'ailleurs été votée, pas par les centristes, et qui a été votée par la précédente majorité. C'est assez amusant de voir qu'aujourd'hui, il y a des parlementaires de l'ancienne majorité qui me critiquent sur ce point, alors qu'ils l'ont voté en 2012. Mais alors justement, est-ce qu'un point de TVA, c'est-à-dire un petit allègement des charges patronales et une petite hausse de la TVA, est-ce que c'est suffisant pour redonner
de la compétitivité à la France? Moi, je propose un ensemble de mesures fiscales qui aboutit à 21 milliards d'allègement des charges sur les entreprises. Je pense que c'est réaliste et que c'est faisable. D'autres proposent plus, mais vous savez que Noël approche et que c'est la saison des promesses qu'on ne tiendra pas. Moi, je propose ces deux mesures, une sur l'impôt sur les sociétés, l'autre sur les allocations, le financement de la politique familiale. Il n'est pas question de le diminuer, mais il est question de le financer autrement. Et je pense que c'est la juste mesure. Alors, on ne peut pas à la fois me dire que la TVA est un très mauvais impôt et me demander de l'augmenter de 2 ou 3 points. Il faut choisir. Je pense que j'ai choisi la bonne mesure. Est-ce que, alors en matière fiscale et à l'impôt sur le revenu, de combien proposez-vous de le baisser et au profit de qui? Je pense que quand on regarde dans nos systèmes fiscaux européens le poids relatif de l'impôt sur le revenu dans les différents pays, la France n'est pas... il n'est pas élevé. Elle est élevée, elle est toujours trop élevée, l'impôt est toujours trop élevé, mais je veux dire qu'on n'est pas hors des clous. Alors que dans la fiscalité des entreprises, on est hors des clous et dans les charges sociales, on est hors des clous. C'est pour ça que je propose un certain nombre de mesures pour l'impôt sur le revenu, ou pour les familles plus exactement, mais dans un montant qui tourne autour de 7 milliards. Qu'est-ce que je propose concrètement, sur les familles, je suis un peu au-dessus, à 13 milliards et demi en réalité. Qu'est-ce que je propose? D'abord de rehausser le plafond du quotient familial. Depuis 5 ans, on a amené une politique anti-famille. Bon, je propose de le rehausser, c'est un avantage de 2 milliards pour les familles, en particulier pour les familles moyennes. Ensuite, je propose de faciliter l'emploi à domicile. On a dégradé les déductions de charges sur les emplois à domicile et ça n'a pas traîné. Il y a moins d'emplois à domicile qu'avant, ce qui est une ânerie, parce que l'emploi à domicile, ce sont des emplois intéressants. Donc je propose de revenir à un niveau d'allègement de charges qui permettra de recruter. Troisième mesure, je pense aux travailleurs indépendants qui ont beaucoup de problèmes en ce moment avec ce qu'on appelle le RSI, le régime social des indépendants. Pour faciliter le fonctionnement de ce régime, je propose un allègement de leurs charges sociales de 2 milliards. Et enfin, dernière mesure qui concerne les particuliers ou les ménages, parallèlement à l'augmentation de la durée du travail. Vous connaissez mon idée, on négocie le temps de travail dans l'entreprise. On peut passer à 36, à 37, à 38. Eh bien, le nombre d'heures de plus qu'on va travailler vont être payées, mais je propose un système de défiscalisation pour que personne n'y perde. Voilà l'essentiel des mesures que je propose sur les ménages et vous voyez que c'est important. Il y a aussi un impôt, alors lui, il concerne moins de monde, mais il pèse quand même 5 milliards, c'est l'ISF. Qu'en faites-vous? Vous le supprimez? J'ai proposé et je m'y suis engagé solennellement de le supprimer. Ça figure dans mon programme et je veux expliquer pourquoi. Parce que je sais que là encore, c'est pas une mesure populaire et facile à accepter. Alors je pourrais dire qu'il n'existe nulle part ailleurs, mais enfin c'est pas comparaison n'est pas raison. C'est surtout un impôt qui fait fuir l'argent des Français qui ont de l'argent. Et c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Nous avons besoin pour financer le développement de nos entreprises de gens qui investissent dans nos PME, dans nos start-up. Aujourd'hui ils investissent à Londres, ils investissent à Genève, ils investissent à Bruxelles ou dans la Silicon Valley parce que nous surtaxons les revenus de l'épargne et du capital. Et donc il faut se remettre au niveau de la concurrence, si je puis dire, et c'est pour ça que je propose de supprimer cet impôt qui en plus est extrêmement injuste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui échappent, notamment grâce au plafonnement à 75% des revenus du paiement de l'impôt. Donc les plus riches parfois ne le payent pas. Liberté, comment expliquez-vous alors dans ce cas que l'ensemble de la classe politique, et vous y participiez à l'époque, ait pu comprendre que cet impôt pouvait être appliqué en France? Parce que nous avons une divergence dans la classe politique. Il y a la gauche et il y a la droite. Hein, et la gauche n'a pas le même point de vue. La gauche dit on va faire payer les riches et tout le monde va en profiter. Oui, le résultat, c'est qu'on les fait fuir. Vous auriez pu revenir, vous avez été au gouvernement. Pour revenir sur le passé, M. Arthet, j'ai été ministre du budget de 86 et 88. Nous l'avons abrogé. C'est M. Rocard qui l'a rétabli, c'est pas nous. Et j'ai fait une erreur en 95, je l'ai reconnu, je ne l'ai pas abrogé, je l'ai même un peu aggravé en supprimant le plafonnement, parce qu'à l'époque, on avait absolument besoin de rééquilibrer les comptes publics. J'ai essayé de corriger cette erreur rapidement, je n'ai pas pu le faire pour différentes raisons, et aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Je voudrais aussi rappeler qu'on parle de 5 milliards. En France, il y a aussi un autre impôt sur la propriété, c'est les taxes foncières. Les taxes foncières représentent 30 milliards. Hein, elles ont beaucoup augmenté, donc on ne peut pas tout augmenter et je propose d'agir sur l'ISF pour rétablir la balance. Si vous êtes élu dans 6 mois, que faites-vous du prélèvement à la source dont le processus est désormais enclenché? Je différerai cette réforme qui a été mal étudiée. D'ailleurs, je vois qu'à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, on essaye de la corriger pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une charge supplémentaire qu'on va coller aux entreprises. Bon.
Ça existe dans d'autres pays, je veux bien l'admettre, et l'idée en soi n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas le moment. Au moment où on dit aux entreprises on va simplifier, on va simplifier, on va simplifier, c'est absolument nécessaire de leur coller des procédures supplémentaires. Et d'autre part, l'affaire a été mal étudiée, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des situations où on pourrait y perdre. Mais vous repousseriez la date Je suspendrai la réforme pour y réfléchir. Ce serait un étalement dans l'application. On suspendra la réforme et on essaiera de la rebâtir sur des principes plus cohérents. Alain Juppé, qui est l'invité de cette matinale d'info, vous savez que vous êtes diffusé sur Sud Radio. On a une question d'une auditrice de Sud Radio qui s'appelle Émilie et qui pose la question à, j'allais dire, presque l'ancien ministre de l'écologie, éphémère ministre de l'écologie. Les politiques évoquent tout le temps les problématiques environnementales. Quels sont vos projets, vous, dans ce domaine? Ah bon, je croyais qu'elle allait parler à l'écran, c'est pour ça que je me retournais. Je veux faire de l'invention, le mot n'est pas trop fort, d'une nouvelle croissance, une de mes priorités. Il faut sauver la Terre. Il faut que nous laissions à nos enfants une Terre vivable et nous n'en prenons pas le chemin. La COP21 a été une bonne étape, bravo, mais il s'agit de savoir ce qui va se passer maintenant, hein. La COP22, etc. Nos collectivités territoriales font beaucoup dans ce domaine, dans les politiques de mobilité, par exemple, ou dans les politiques de l'habitat. Mais il faut aller plus loin, et donc je ferai de ce combat pour l'écologie un de mes combats prioritaires, parce que, je le répète, c'est une question de survie. Merci. Alain Juppé, il est bientôt 8h. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est Alain Juppé qui est l'invité de cette matinale d'info. On va tout de suite passer au Flash Info pour les auditeurs de Sud Radio. Parce qu'au Congrès des maires en 2014, j'ai tapé le poing sur la table. Je suis allé rencontrer les responsables nationaux parisiens d'Orange. Et là, ça a commencé à déboucher. Quelques mois après, on a pris ma commune en considération. Monsieur Juppé, si on vous écoute aujourd'hui, faites en sorte, si vous êtes demain notre président de la République, faites en sorte que les choses s'améliorent. Le monde rural vous attend, vous écoute. Il faut faire les choses comme on doit les faire, avancer. C'est le monde rural qui est la France tout entière. Donc faites un effort dans ce domaine-là. Nous vous attendons. Claude Chapon. Et bien sûr, la question qui vient d'être posée, qu'on n'a pas très bien entendue, mais qui, si j'ai bien compris, traite de la couverture en téléphonie mobile et en réseau Internet, ma réponse est très claire. Il faut absolument accélérer le processus. Aucune entreprise n'ira s'installer dans un village, aucun médecin ou même aucun ménage, s'il n'est pas connecté à la téléphonie mobile et à Internet. C'est un peu comme le téléphone il y a 20 ou 30 ans. Et je propose de créer un fonds numérique qui sera alimenté en partie par les opérateurs. Les opérateurs sont très présents dans les zones denses, comme à Bordeaux par exemple. En revanche, ils délaissent ces zones rurales. Il faut donc qu'on accélère le processus. Mais je voudrais dire aussi que plus largement, je me suis beaucoup déplacé depuis des mois et des mois, et en particulier dans la France rurale, dont je mesure bien les inquiétudes, le désarroi, parfois la colère aussi. J'étais en Dordogne il y a peu de temps, j'étais en Corrèze également, et mon objectif, c'est de rééquilibrer le développement de nos territoires. Il y a quelques années, on parlait de Paris et du désert français. Je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, on parle des métropoles et du désert français. Nos métropoles sont en bonne santé, Bordeaux en particulier. Les villes moyennes, en revanche, sont dans des situations très contrastées. Certaines sont en déclin, et puis la ruralité se sent abandonnée. Alors que faire? Premier objectif, je viens de le dire, la couverture. Bonjour à tous et bienvenue à Bordeaux pour une édition spéciale de Territoire d'info, la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Notre invité aujourd'hui, ce matin, c'est Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à pour vous interroger à mes côtés dans cette première partie de la matinale. Eh bien, j'accueille Nathalie Moret, qui est journaliste au Progrès de Lyon et qui représente les journaux du groupe EBRA. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyril. J'accueille Michel Urvois, le directeur éditorial de Ouest France. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Et bien sûr, Yves Arté, puissance invitante, co-invitante avec nous, qui est le directeur éditorial de Sud-Ouest. Merci Yves Arté d'être là. Alain Juppé, nous sommes sur le plateau de TV7, la chaîne TNT du groupe Sud-Ouest. Et vous serez aussi regardé en direct sur les sites internet de la presse quotidienne régionale ce matin, un peu partout dans toute la France, sur les télés locales qui sont réparties à travers l'Hexagone et sur TV5 Monde et ses 9 antennes à l'intérieur. Oui, les contacts humains sont toujours très importants. Je ne le connais pas, M. Trump. Vous ne l'avez jamais rencontré, jamais croisé? Non, jamais. Vous savez, il n'a pas rencontré grand monde sur le plan international jusqu'à présent. Alors, Alain Juppé, on va démarrer tout de suite cette première partie d'émission en parlant des territoires qui nous préoccupent beaucoup, puisque notre émission s'appelle Territoire d'info. On va écouter Claude Chapon, qui est le maire de Saint-Paul-Lacoste dans le Var, pardon, dans le Gard, puisque c'est TV Sud qui a réalisé ce sonore, qui vous attend sur votre question essentielle qui concerne ces communes que l'on dit
oubliés. Et c'est un sujet réalisé par Franck Sachagnon de TV Sud à Montpellier, dans le Gard. Je suis Claude Chapon, le maire de Saint-Paul-la-Coste, une commune de 300 habitants, commune cévenole, bien pauvre, et qui attend désespérément que la téléphonie s'améliore ici dans nos Cévennes. Alors depuis le mois de janvier dernier, nous sommes considérés en zone blanche. C'est peut-être international, donc les Français de l'étranger aussi vous regardent. Alain Juppé, donc merci d'être avec nous. Vous êtes levé tôt, vous aviez un meeting hier soir à Bordeaux. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission avec Christophe Bordet et Michael Zamès. En mai prochain, vous serez peut-être élu président de la République française. Votre première rencontre avec Donald Trump, vous lui dites quoi? Quelles sont vos intentions? Que voulez-vous faire? Avec la France d'abord et avec l'Europe ensuite. Et il y a quelques incertitudes à dissiper. La campagne de M. Trump a donné lieu à beaucoup de déclarations, parfois un petit peu tonitruantes. Maintenant, on va passer à l'acte, si je puis dire. Et bien sûr, nous serons disponibles pour le dialogue. Le peuple américain s'est prononcé, il a choisi son destin, et nous serons tout à fait ouverts à ce dialogue qui est important, parce que cela conditionne aussi, bien sûr, l'avenir de l'Europe et l'avenir de la France. Humainement, c'est important.